Bonsoir. Vous avez déjà fait l'expérience de déballer et rassembler tous vos emballages d'un coup après des achats? À bon entendeur l'a fait pour vous et c'est assez révélateur. Trop de plastique, alors qu'il y a moyen de faire autrement. Certains distributeurs et fabricants adoptent enfin des alternatives, mais le sujet est tellement sensible que nous nous sommes heurtés souvent à une fin de non-recevoir. Vous verrez. Et la famille plastique est vaste. Qu'est-ce qui est vraiment recyclable? Les sacs biodégradables se dégradent vraiment ou pas? Et si finalement, la solution, ce n'était pas tout simplement de produire moins de plastique? Pas si simple, nous dira mon invité. Pas simple non plus, les démêlés vécus par des téléspectateurs avec des loueurs de voitures. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit sur le sujet. Des rayures que, soi-disant, vous avez faites, des kilomètres en trop qu'on vous facture à tort. Témoignages et conseils ce soir, la location de voiture, ce n'est pas une sinécure. Le plastique, c'est bien pratique, il faut l'avouer. Pas cher, abondant, lavable, jetable, un matériau miracle, sauf qu'il ne se dégrade pas. On sait tout ça, vous allez me dire. Oui, il y a une prise de conscience que le plastique nous envahit. Les emballages en plastique, ce sont les distributeurs, les grandes surfaces, les fabricants qui nous les imposent. Est-ce que de ce côté-là, ça bouge un peu? En tout cas, on nous le promet depuis des années. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour commencer, on va faire des achats. « 27 kilos par habitant et par an, les ménages suisses sont de très gros consommateurs d'emballages plastiques. Une consommation de plastique qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années et qui n'est pas toujours choisie, car en achetant un produit, on achète presque toujours un emballage qui passera directement à la poubelle. Cindy est mère de famille nombreuse, elle doit nourrir 7 personnes. Nous l'avons suivie au supermarché proche de son domicile. Migros est le seul distributeur qui nous a laissé filmer dans ses rayons. Arrivée à la maison, Cindy déballe tout. Cindy, c'est habituel d'avoir autant d'emballages quand vous avez fait vos courses? Malheureusement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense que c'est trop par rapport à ce qu'on veut aujourd'hui pour l'écologie et tout ça. Je pense que tout le monde pourrait faire l'effort d'emballer plus dans du carton ou en tout cas dans des matières recyclables. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, ce qui va au carton, en général, je mets au carton et je vais à la déchetterie du village. Et les plastiques, c'est poubelle. Nous répétons l'exercice avec Anaïs, une jeune étudiante qui vit seule. Elle se rend chez Coop et chez Aldi, qui ne nous ont pas autorisés à la suivre dans les rayons. Au déballage, pour une seule personne, c'est la même quantité de déchets. Anaïs, ça c'est tous les emballages des courses que vous avez faites. Oui. Vous en pensez quoi? C'est considérable. Si on compare le tas d'emballage au tas de nourriture, ça me paraît pas tout à fait équilibré. Il y a des emballages parmi ceux-là qui vous paraissent importants, par exemple pour protéger la nourriture? Pas tous quand même, c'est plutôt un non qu'un oui, parce que quand on voit que même les courgettes bio sont emballées, j'émets quelques doutes. Un quart seulement des emballages plastiques et recyclés, ce sont principalement des bouteilles en PET qui contenaient des boissons. Depuis 2013, on peut aussi rapporter dans les supermarchés les bouteilles en polyéthylène, bouteilles de lait, de cosmétiques ou de détergents qui seront aussi recyclées. On peut d'ailleurs aussi rapporter tous ces emballages plastiques et les jeter dans les poubelles du supermarché en veillant à ne pas les mélanger au plastique recyclé. Ils seront incinérés, mais sans passer par votre sac taxé. De leur côté, les distributeurs se préoccupent-ils de minimiser les emballages? Nous avons interpellé les différentes enseignes du pays. Seule la Migros accepte de nous parler réduction d'emballage. Notre objectif, il n'est pas seulement sur le plastique, mais il est sur l'ensemble des matériaux d'emballage. Ça, c'est important de comprendre ça, parce que c'est vrai que partout où on peut éliminer l'emballage, on va le faire. Partout où on peut améliorer l'emballage, c'est-à-dire le rendre plus écologique, on va le faire. Et partout où on peut utiliser des emballages réutilisables, on va le faire aussi.
Le plus important pour économiser des matériaux d'emballage, c'est de penser à toute la chaîne de production. C'est-à-dire que ces caisses réutilisables, elles sont pliables, elles ont permis d'économiser des dizaines de milliers de tonnes de carton qu'on jetait avant, parce qu'elles vont être utilisées pendant 10-15 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui représente beaucoup plus que les quelques microns qu'on peut gagner par-ci par-là, que certainement nous on fait aussi. Et là, on a vraiment des dimensions industrielles. Pourquoi alors les légumes bio des étals de supermarché sont-ils presque toujours emballés sous plastique? Il faut toujours séparer physiquement le bio du non bio, pour des raisons, pour éviter la contamination aussi, par honnêteté pour le client. Et jusqu'à présent, l'emballage plastique était la règle un peu partout. Sur certains produits qui ont vraiment une peau épaisse, on pouvait se permettre de ne pas mettre d'emballage. Et puis là, on a promis que cette année, on allait doubler le taux de fruits et légumes vendus en vrac dans le rayon bio. Éviter les emballages, c'est possible. Il suffit pour cela de se rendre au marché ou dans une boutique de vrac, comme on en rencontre de plus en plus en Suisse romande. Une fois encore, nous avons répété l'exercice des courses familiales avec Martha. Depuis quelques mois, elle a toujours sous la main une collection de boîtes de toutes les dimensions. Car acheter en vrac, c'est une mini-révolution. Merci. Il faut transporter ses bocaux et ses sacs réutilisables, accepter de perdre le repère des marques et essayer des produits totalement inconnus. Tout type de cheveux, et puis pour cheveux gras et pellicule. Celui-là, je On crois. essaye celui-là cette fois-ci. Vas-y. Martha, Oui, vous avez déjà essayé d'utiliser les shampoings solides? oui, on a déjà fait un essai avec pour corps et cheveux. Ah, c'est le rose, ouais, pour corps et cheveux. Et alors? Alors, on a trouvé qu'il diminuait trop vite. En fait, il a été trop vite utilisé. Ça sent pas très bon, ça sent le champignon un peu. Voilà, on n'était pas convaincus. Donc, on en teste un autre et puis on verra. Ça, c'est quoi? De l'huile de colza. Ce sera tout? Oui. 89 francs, s'il vous plaît. Vous faites souvent vos courses comme ça en vrac? Oui, j'essaye de plus en plus. Et c'est quoi votre expérience? Alors, l'expérience, c'est que ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, je gagne du temps après quand je déballe. Tout est déjà emballé, donc j'ai plus qu'à ranger, donc c'est chouette. Ce qui est bien aussi, c'est que j'achète vraiment que ce dont j'ai besoin. Donc, c'est vraiment un déci d'huile et puis elle dure le temps qu'il faut. Puis j'ai de l'huile fraîche en fait tout le temps. À la maison, c'est 0 déchet dans la poubelle et pas de déballage. Qu'on soit clair, le message ce soir, ce n'est pas de se culpabiliser. Le zéro déchet, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, est-ce que vous y arrivez, Lise Auméric? Bonsoir. Bonsoir. Non, j'y arrive pas. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis 1 an ou 2, la question de l'emballage est devenue un vrai critère de choix. Quand je peux acheter en vrac, je le fais. Je réutilise les emballages que j'achète parfois. Et puis, il m'arrive aussi de plus en plus souvent de renoncer à un achat simplement parce que l'emballage me semble trop important. D'accord. Alors, si vous êtes là, c'est parce qu'avec Marco Delamula, vous avez fait tous ces reportages. Il y a une chose qui est frappante dans cette première séquence, c'est que seule la Migros a été d'accord de parler de la gestion de ces emballages plastiques et pas les autres distributeurs. C'est un sujet très sensible, on l'imagine. C'est un sujet vraiment sensible aujourd'hui. Effectivement, nous avons demandé à tous les distributeurs de nous communiquer la quantité de déchets plastiques qu'ils génèrent avec leur activité. Tous ont refusé, y compris la Migros d'ailleurs, qui ne nous a pas donné ce chiffre global, même si elle communique très volontiers sur les efforts qu'elle fait pour réduire les emballages. Et ils ont refusé de parler de cette question-là, alors même qu'on comprend bien que dans un supermarché, les emballages, ça a parfois une vraie utilité, ne serait-ce que pour protéger les produits de toutes les manipulations qu'il va y avoir au cours du processus. Mais oui, aujourd'hui, le plastique, c'est sensible.
Alors parlons justement des courgettes bio qui sont sous vos emballages. On a entendu Anaïs qui a des vrais doutes, la Migros qui nous dit c'est la règle. C'est vraiment la règle? Alors jusqu'à il y a peu, c'était la règle dans tous les supermarchés. La loi exige qu'on fasse la distinction clairement entre produits bio et produits non bio, mais elle n'exige pas qu'on en emballe un plus que l'autre. De plus en plus, les consommateurs trouvent absurde d'acheter bio et de produire autant de déchets plastiques. Si on écoute les distributeurs, l'emballage des produits bio a beaucoup d'avantages. D'abord, il permet de prolonger la durée de vie des produits, ce qui veut dire qu'on évite du gaspillage alimentaire. L'autre avantage des emballages bio, c'est de protéger le bio des produits non bio qui ont été traités. Il n'y a pas de contamination possible. Et puis enfin, et peut-être surtout, l'emballage permet de distinguer clairement une courgette bio qui ressemble à s'y méprendre à une courgette non bio, mais qui ne se vend pas du tout au même prix. Ça évite les confusions. Oui, mais néanmoins, c'est possible de faire sans. Il est possible de ne pas mettre sous plastique des légumes ou des fruits bio. Il reste les bouteilles d'eau, le lait, le shampoing, les tubes de dentifrice, les pots de yogourt, etc. Si tout ça a été fabriqué avec les mêmes molécules, ce serait simple de traiter ces plastiques une fois qu'ils sont usés. Eh bien non, c'est assez complexe, regardez. Il est pratique, solide, léger et bon marché. On l'a inventé au XIXe siècle, mais depuis le milieu du XXe, le succès du plastique est spectaculaire, au point de virer au cauchemar. On le fabrique à partir de matières premières issues du pétrole, c'est le plus courant et le moins cher, et aussi à partir de matières premières renouvelables, végétales par exemple. Un plastique est composé d'une multitude de chaînes de molécules liées entre elles qu'on appelle un polymère. Il existe un très grand nombre de polymères différents. En fonction des propriétés physiques qu'on veut lui donner, on y ajoute des additifs. Par exemple, si on veut qu'il soit très dur, ou au contraire qu'il soit souple, transparent ou coloré, ou encore qu'il résiste au feu. Un plastique se dégrade plus ou moins rapidement sous l'effet de la lumière et des micro-organismes, par exemple des bactéries ou des champignons. On pourrait recycler les différents types de plastique qu'on utilise pour les emballages, à condition de les séparer. Mais actuellement, en Suisse, on ne collecte que les bouteilles de PET, leurs bouchons en polypropylène et depuis peu, les flacons de polyéthylène. Les autres emballages plastiques sont brûlés avec les ordures ménagères. Pour nous y retrouver, nous avons sollicité l'œil exercé d'un chimiste, spécialiste du plastique. Il nous aide à repérer les différents types d'emballages. Chaque polymère a son logo. Ici, on a un gobelet de yaourt. Si on regarde vraiment très très bien, on peut deviner quelque part derrière que c'est marqué PS. Donc, c'est du polystyrène. Ça ne va pas être recyclé en général. Principalement, le polystyrène qui est utilisé dans l'emballage alimentaire n'est pas recyclé parce qu'il est souvent souillé par des résidus d'aliments, en l'occurrence là du yaourt. Là, on a sinon du film plastique alimentaire. Là, on voit, si on cherche un peu sur l'emballage, on peut voir que c'est du polyéthylène qui a été probablement traité pour qu'il soit souple et qu'il soit un petit peu adhésif. Et puis, ça ne va pas être recyclé, ça va finir aux déchets ménagers et incinérés. On a aussi ici un autre type d'emballage, des biscuits. Si on cherche bien, on peut peut-être trouver de quoi il s'agit. C'est très très mal identifié. Le problème, c'est que si vous commencez à mélanger des plastiques, par exemple avec les bouteilles PET, ça va réduire la qualité du PET qu'on cherche à recycler. Et du coup, on va investir beaucoup d'énergie pour trier le plastique. Et ça va potentiellement réduire aussi le taux de recyclage. Impossible de recycler les plastiques mélangés. 3/4 des emballages plastiques partent donc en fumée dans les usines de traitement des déchets ménagers. Le PET, dont on fait les bouteilles à boissons, n'est pas le plastique le plus courant, mais c'est le mieux recyclé. Chacun de nous consomme en moyenne 186 bouteilles, ce qui représente plus de 46 000 tonnes par année. Dans les années 90, les autorités fédérales ont exigé la mise en place d'une filière de recyclage du PET.
conditions pour que la consigne sur les bouteilles en verre disparaisse. Le recyclage est financé par une contribution d'environ 2 centimes par bouteille. Et aujourd'hui, la Suisse est très fière de recycler 83% des bouteilles en PET vendues dans le pays. C'est ici, à Grandson, que les bouteilles récoltées en Suisse romande sont triées et préparées pour le recyclage. Nous trions chaque année ici environ 12 000 tonnes de bouteilles à boissons en PET et de flaconnage, ce qui représente l'équivalent de 160 piscines olympiques, pour vous donner une idée. Et pour trier tout ça, bien entendu, ça ne se fait pas à la main, où on utilise 2 technologies principalement. C'est la technologie de l'infrarouge, où on va aller lire rapidement quelle est la nature du polymère. Est-ce que c'est un PET, un PP, un PEHD, mais aussi sa couleur. Ne croyez pas qu'une bouteille en PET va redevenir une bouteille après recyclage, ce n'est pas si simple. Dans les 2 usines suisses qui recyclent le PET, les bouteilles sont débarrassées de leurs étiquettes et de leurs bouchons, lavées, hachées, puis transformées en flocons. Ces flocons de couleur claire pourront entrer dans la composition de nouvelles bouteilles. Les autres couleurs seront transformées en toutes sortes d'objets, mais leur vie de bouteille est terminée. Le recyclage à l'infini, c'est quelque chose de complètement illusoire. Le problème, c'est que plus on recycle un objet, plus il va contenir des impuretés. Donc, ce qui donne une certaine limite au recyclage en fait, des objets. Donc nous, on l'utilise beaucoup pour toutes les barquettes, les framboises, les myrtilles qui sont en barquette, c'est déjà du recyclage. Et puis aussi pour tout ce qui est la pâtisserie. Dans les bouteilles d'eau qui doivent être très transparentes, il y a environ 1/3 de recyclage. Et maintenant, dans les bouteilles de boissons sucrées, on a déjà 50% de recyclage. Et puis on vient de développer maintenant la bouteille de sirop qui, elle, a 100% de recyclage. En moyenne, à peine 1/3 de PET recyclé entre dans la composition d'une nouvelle bouteille. C'est peu. Les fabricants essaient de faire mieux. Valzer vient de lancer sa première bouteille d'eau minérale constituée à 100% de PET recyclé. Evian et Migros promettent d'y arriver d'ici à 2025. Le plastique qu'on utilise le plus dans les emballages, c'est le polyéthylène. Il est peu recyclé, mais depuis 2013, une filière se met lentement en place et le consommateur peut rapporter ses flacons dans les supermarchés. Reste à identifier quelles sont les bouteilles concernées. Les flaconnages sont tout ce qui n'est pas une bouteille à boisson en PET, mais qui a un bouchon ou une capsule. Donc c'est vraiment très simple pour le consommateur à pouvoir identifier, à repérer. Pas besoin de se poser la question, est-ce qu'il y a un numéro d'identification ou bien est-ce qu'il y a un cycle de recyclage sur le flacon ou la bouteille. Je vous donne quelques exemples, c'est la bouteille de shampoing, c'est la bouteille de vinaigre, la bouteille qui a contenu de l'huile minérale par exemple, c'est la bouteille aussi, le flacon de lessive, ou bien les petits flacons qui contiennent par exemple des jus de citron. Alors il ne faut pas les mettre à la poubelle parce que ce ne sont pas des déchets, ce sont de la matière première secondaire qui est vendue, donc celui qui l'achète effectivement on refabrique et s'engage à refabriquer des granulés pour refabriquer des objets plastiques. Pour résumer, le recyclage, quand il y en a, c'est bien, mais on n'est pas dans une économie circulaire où rien ne se perd, du moins pour l'instant. Alors, Lison, vous nous avez apporté 2 bouteilles en polyéthylène, dont l'une est en prototype. Expliquez-nous. Alors, ça, c'est la bouteille qui contient du produit anticalcaire de l'assortiment Migros, que vous trouvez actuellement dans les rayons, et qui est produite pour moitié avec du polyéthylène recyclé et pour moitié avec du polyéthylène qu'on va dire neuf. D'accord. Et l'autre ? Et voilà le prototype de la bouteille 100% polyéthylène recyclé, qui devrait être dans les étals en 2020. Mais le paradoxe, c'est que cette bouteille 100% recyclée coûte plus cher à la fabrication que celle-ci qui n'est qu'en 50% recyclée. Donc on imagine que ça va peut-être un peu freiner la production de ces prototypes-là. Alors vous nous avez amené aussi des granulés. Alors ce sont les granulés à partir duquel on fabrique, on moule les bouteilles, on les fond et on moule les bouteilles. La différence de couleur vient du fait que quand on recycle le polyéthylène, il contient beaucoup plus d'impuretés et ça change de couleur. C'est la raison pour laquelle la bouteille est plus foncée.
D'accord, donc le mélange gris-blanc, c'est moitié-moitié et l'autre, c'est complètement du recyclé. Merci beaucoup pour ces explications, Lison. Et puis le recyclage, c'est une chose, il ne faudrait pas oublier le compostage maintenant. Vous avez le choix entre pas mal de sachets dits biodégradables. On se dit que ces sachets se dissolvent complètement, mais là aussi, ce n'est pas aussi simple. Un téléspectateur nous a écrit pour nous signaler qu'il a été très surpris. Alors, ce que je faisais avant, c'est que je mettais mes déchets compostables dans des sacs en plastique, soi-disant compostables. Et 3 ans après, je mets le terreau pour le récupérer, je ressors plein de plastique qui ne s'est pas du tout dégradé. Inquiet de retrouver ces lambeaux de sacs plastiques dans son compost, ce téléspectateur nous a interpellés. Les sacs qui portent le label OK Compost et qui correspondent à la norme européenne 13 432 sont-ils vraiment biodégradables ? Ces lambeaux de sacs biodégradables n'étonnent pas ce spécialiste du plastique. En principe, tous les plastiques sont biodégradables. La question qui est importante, c'est la durée donc, du processus. Donc vous avez des plastiques qui sont très faiblement biodégradables et puis des plastiques qui sont rapidement biodégradables en quelques semaines, voire quelques mois. Comment expliquer alors ces bouts de plastique encore visibles dans le compost de notre téléspectateur ? Les conditions de compostage sont différentes entre la filière en fait, de compostage industriel et la filière domestique. Donc en filière de compostage industriel, donc, ça se fait à haute température, entre 50 et 70 degrés, dans des conditions de pH, dans des conditions d'humidité bien contrôlées. Le compost doit être régulièrement brassé et en présence de déchets organiques. Et ces conditions ne sont pas toujours retrouvées donc, chez les particuliers. Ce qui est clair, c'est que le label EN 13432 correspond à des normes de compostage industrielles et pas domestiques. En d'autres termes, pour un compost au fond du jardin, mieux vaut éviter d'utiliser des sacs, même s'ils sont compostables. En appartement, le sac compostable prend tout son sens pour contenir et transporter des déchets qui fermentent et dégagent une forte odeur. Depuis 2018, la compostière de Villeneuve a mis en place un système de récolte des déchets organiques très sophistiqué, avec une carte d'accès aux conteneurs qui sont régulièrement lavés et la distribution de sacs compostables. Si on ne mettait pas un sac compostable à disposition, les gens utiliseraient d'autres sacs, et principalement des sacs plastiques qu'ils auraient obtenus auprès des commerces ou des grandes chaînes de distribution quand ils vont acheter des légumes ou des fruits, par exemple. Traiter les déchets organiques à part présente beaucoup d'avantages. En premier lieu, celui de produire de l'énergie et du compost qui sera utilisé dans l'agriculture. Mais avec un risque, celui de disperser des plastiques dans les terres de culture. À Genève, l'équipe de Serge Stoll analyse la qualité du compost produit à partir des déchets organiques qui sont récoltés dans le canton. On retrouve des indésirables. Alors ça peut être des petits éléments en fait, métalliques comme du papier aluminium et une quantité significative de plastique plus conventionnel, type polyéthylène, dans en fait, toutes les gammes de taille. On retrouve des fragments de plusieurs millimètres et jusqu'au micromètre. Est-ce que vous retrouvez des fragments de sacs compostables dans le compost que vous analysez ? Alors, nos résultats montrent qu'on en trouve très peu. Ce qui montre qu'en filière de compostage, ces sacs OK Compost se dégradent dans de bonnes conditions. C'est rassurant. Dans un compostage industriel,
les sacs du label OK Compost ne laissent pas de traces derrière eux. Les autres sacs plastiques, par contre, qui sont toujours disponibles dans le commerce, vont se fragmenter dans les déchets organiques sans pour autant disparaître. Ces polymères, c'est des substances qui vont vraiment durer très très longtemps dans l'environnement, hein, et qui comportent aussi d'autres éléments, que ce soit des additifs, ça peut être des colorants aussi. Hein. Et ces éléments-là, qui sont incorporés dans le plastique pour lui donner ces propriétés-là, ils vont aussi persister dans l'environnement relativement longtemps. C'est tout le paradoxe de notre consommation de plastique. Nous utilisons ce matériau extrêmement résistant pour une durée très courte avant de nous en débarrasser. La production annuelle en matériaux plastiques ne cesse d'augmenter depuis les années 50. On est à peu près à 300 millions de tonnes en fait, de matériaux plastiques produits par ANF. Et on sait qu'à peu près 10% de ces 300 millions de tonnes sont perdus dans l'environnement. Si on regarde, on trouve du plastique dans l'air, sur les sols, dans l'eau. Donc on est vraiment exposé au plastique à tous les moments de la vie, hein. Que ce soit des fibres plastiques, des vêtements, des tapis. Ça peut être aussi des fragments de plastique qui se trouvent dans l'eau en bouteille. Ça peut être du plastique qu'on respire lié à l'usure des pneus sur les routes, hein. Même si on a un beau taux de recyclage du plastique en Suisse, le plastique est tellement utilisé dans des applications diverses qu'on est tous exposés à ce plastique. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment quel est l'impact de ces fragments de plastique, hein, ces micro et nano particules de plastique sur l'homme. Les scientifiques étudient aujourd'hui cet impact des microplastiques sur la santé humaine, tandis que les déchets de plastique envahissent le paysage. Le problème, ce n'est pas seulement ces nappes de déchets visibles à l'œil nu, ce sont aussi des microparticules. Et ne croyez pas que ça ne nous concerne pas. Le lac Léman, par exemple, est presque aussi pollué par du plastique que la Méditerranée. On en reparlera tout à l'heure. David Azoulay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes surtout directeur du programme Santé et Environnement dans le cadre du Centre pour le droit international pour l'environnement, ce qui donne un joli acronyme en anglais, CIEL. Pour vous, sauf erreur, le recyclage, c'est bien, mais c'est largement insuffisant, c'est juste. Tout à fait. D'abord, il faut comprendre, et c'était mentionné dans les sujets qu'on a vus tout à l'heure, que quand on parle de recyclage, on imagine souvent une boucle fermée. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le recyclage, le plastique perd en qualité et donc ça ne fait que repousser le moment où le plastique va se retrouver dans l'environnement. Donc, s'il n'y a pas un vrai recyclage. Mais même quand on parle de ça, on considère que sur l'ensemble du plastique qui a été produit depuis le début et sur le plastique qu'on produit aujourd'hui, il y a environ 9% qui est recyclé, 11 à 12% qui est incinéré et tout le reste se retrouve en décharge et donc de manière ultime dans l'environnement. Donc vous militez pour une réduction de la fabrication de plastique, c'est ça? Tout à fait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des règles pour limiter la production de plastique. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières qui produisent le plastique ont prévu d'augmenter très largement la production de plastique dans le monde parce qu'ils rencontrent des difficultés pour transformer les nouveaux gaz de schiste en carburant. Et donc, le nouveau relais de profit qui est identifié par ces sociétés, c'est la production de plastique et de produits chimiques. D'accord, alors ça va être un combat difficile, une utopie, parce que finalement, le plastique, c'est très rentable à produire, c'est très lucratif. Est-ce que vous n'êtes pas un peu comme David contre Goliath, finalement? Alors, tout à fait, et l'image me va très bien, surtout qu'à la fin, c'est David qui gagne dans l'histoire oui. À l'origine. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment loin d'être tout seul et on voit une mobilisation au sein de la société qui est plus rapide et qui est plus prégnante que pour l'ensemble des sujets sur lesquels j'ai travaillé historiquement. Je n'ai jamais vu un sujet s'élever aussi vite d'une inquiétude des scientifiques vers le grand public et vers les preneurs de décisions et vers les décisionnaires publics. Et donc, clairement, ça va dans le sens de l'histoire. Ce qui vous rend optimiste, hein? Un petit peu. Restez avec nous si vous voulez bien. La suite va vous intéresser. Laëla Rolly, notre chroniqueuse, s'est penchée sur l'indigestion de plastique dont souffrent nos lacs. C'est quoi encore le problème avec l'eau du lac? Malgré l'apparente propreté de nos grands lacs suisses, il y a une gouille dans le potage. Entre mégots, déchets plastiques et produits chimiques, c'est la soupe à la grimace pour la faune aquatique. À ce propos, une étude commandée par l'Association pour la sauvegarde du Léman et réalisée par l'EPFL nous apprend que 50 tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans le Léman chaque année.
Ouais, mais entre le recyclage, la prévention et les opérations citoyennes de ramassage, ça va s'arranger, non? Compte là-dessus et bois de l'eau. Si 1/5 de la pollution plastique du Léman provient effectivement de déchets sauvages et pourrait donc facilement être évité, pour le reste, c'est une autre mer de Manche. Toujours d'après les PFL, plus de la moitié de la pollution plastique provient de l'usure des pneus des véhicules. Ce à quoi on peut ajouter l'impact des vêtements, chiffons microfibres, éponges ou même peluches, ces produits en matière synthétique dérivés du pétrole qui, entre lavage et usure, diffusent des microparticules de plastique dans notre environnement. Et ça, c'est nuisible aussi bien pour la faune que pour nous, les humains. Donc, quand je lave mon polo en nylon, je pollue? Et c'est loin d'être une goutte d'eau dans l'océan. Selon l'ADEME, la quantité de microplastiques relâchés dans les eaux du globe chaque année par les vêtements en matière synthétique équivaut à 50 milliards de bouteilles en plastique. Pour en revenir au Léman, dans son récent rapport, l'organisation Ocean Eye annonce que son taux de pollution plastique, toutes sources confondues, ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui mesuré dans les océans. Soit 129 grammes au kilomètre carré pour le Léman contre 160 grammes au kilomètre carré pour les océans. De notre consommation à nos déplacements, il est crucial de changer nos habitudes dès à présent, car sans nous en apercevoir, nous sommes déjà en train de trinquer. David Azoulay, alors votre message, c'est limitons la production de plastique ou de nouveaux plastiques. Ce qui est difficile, on sait que l'enjeu économique est énorme, mais il existe déjà une alliance globale contre les déchets plastiques. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, vous êtes près du but là. Alors c'est intéressant, cette alliance est intéressante. Ce qui est intéressant de remarquer pour cette alliance, c'est qu'elle est constituée de l'ensemble des producteurs de plastique. Et quand on compare les investissements que fait cette alliance pour mieux traiter les déchets plastiques et les investissements qui sont faits d'un autre côté pour augmenter la production de plastique vierge, on se rend compte qu'il y a un rapport d'environ 200. En gros, l'Alliance investit 1,5 milliard pour améliorer les gestions de déchets et investit en parallèle 204 milliards de dollars pour mettre en place des nouvelles installations pour fabriquer plus de plastique. On peut donc considérer que c'est plus un investissement pour réussir à maintenir le statu quo et pour pas que les réglementations entrent en jeu pour limiter la production de plastique, plutôt qu'un vrai effort altruiste pour limiter l'impact des déchets plastiques. Donc je vous sens très, très sceptique. Alors, ce que vous souhaitez, c'est faire adopter un traité international en 2021 qui encadre la production de plastique, qui fixe des objectifs de recyclage, et puis des aides financières, là aussi, où elles sont intéressantes. Mais vous y arriverez peut-être, mais vous avez de gros opposants, il faut quand même le dire. Alors, il y a évidemment des gros opposants, c'est l'ensemble de l'industrie pétrolière et de l'industrie pétrochimique qui ont un petit peu d'expérience pour faire dérailler les processus internationaux. Ce qui me rend un petit peu optimiste, c'est de savoir qu'on l'a déjà fait. Historiquement, on a déjà adopté un traité, le protocole de Montréal, pour limiter la production des substances qui détruisaient la couche d'ozone. Donc c'est le même processus, on a un processus scientifique qui identifie un impact sur l'environnement de certaines substances et on met en place un traité pour arrêter, voire très largement limiter la production de ces substances. Et ça a très très bien fonctionné. C'est le traité international en matière d'environnement qui a produit les meilleurs résultats au cours des 30 dernières années. Donc vous espérez pouvoir marcher sur ces traces-là. Encore faut-il que les États-Unis et l'Arabie saoudite se soient d'accord avec vous. Pour l'instant, ce sont ceux qui ont été les opposants les plus forts. Ce qu'on a vu dans les dernières réunions internationales, c'est qu'il y a vraiment une quasi-unanimité. L'ensemble des pays de la planète sont en faveur d'une avancée dans cette direction-là. Combien de temps les États-Unis pourront bloquer les avancées du reste du monde? Ça reste à voir. Alors, une affaire qu'on suivra bien sûr. Merci pour vos explications, David Azoulay. Et puis, je signale que vous avez réalisé un rapport sur la toxicité du plastique que l'on peut trouver en ligne sur notre site Internet. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais de rien. Et puis, une question que vous nous avez souvent posée, mais pourquoi faut-il que des magazines que vous recevez par la poste soient emballés dans du plastique? Eh bien, un renseignement pris, c'est pour éviter qu'ils soient abîmés ou déchirés lors de la livraison. Mais tous les rédacteurs en chef que nous avons contactés en conviennent. Ça ne va pas, il faut trouver une autre solution. On cherche, mais on ne l'a pas encore trouvée. Parmi tous les courriels que vous nous envoyez, il y a un sujet d'énervement récurrent, les locations de voitures. C'est simple de réserver une voiture depuis chez soi ou même au guichet d'une agence, encore qu'il peut arriver que la voiture réservée ne soit pas disponible. Laurent Pignot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau responsable de la communication du Touring Club Suisse. Alors, déjà, quand on signe un contrat à l'agence, quand on va prendre une voiture, il y a 2 points essentiels qu'il faut vérifier. Expliquez-nous. Oui, le premier point, c'est de vérifier la conformité entre le service ou la voiture qu'on a réservée
et la prestation qui est offerte sur place. Ouais, ce sera la même voiture, quoi. Exactement. Ouais. Mhm. Et si vous avez réservé des accessoires, est-ce que les accessoires sont compris? D'accord. Et le deuxième point à vérifier, c'est de voir si vous avez souscrit une assurance casco. On va vous la proposer sur place. C'est recommandé, d'ailleurs. C'est absolument recommandé, étant donné le prix de la voiture et des dégâts que vous pouvez encourir, et de vérifier si la franchise est couverte par votre assurance voyage, par exemple, ou votre carte de crédit. Oui, parce que la franchise peut être assez élevée, il faut faire attention à ça. Alors, 2 points importants, hein. Mais ce n'est pas de loin la seule chose à vérifier avant de mettre le pied sur l'accélérateur. 2 témoignages pour commencer, 2 problèmes assez révélateurs et on se retrouve tout de suite après. Francisco est un passionné de moto. Pour assister au Grand Prix d'Espagne, en mai dernier, il organise un voyage en Andalousie avec sa compagne et des amis. Toute l'équipe prend l'avion pour Malaga. On avait loué quelques semaines en avance un véhicule par l'intermédiaire d'un comparateur de location de voitures qui s'appelle AutoEscape. Et puis un de nos critères, vu qu'on faisait quand même quelques kilomètres, c'était d'avoir une voiture kilométrage illimité. On s'est présenté au comptoir de l'agence de location. On est allé avec le bon. Sur mon bon de location, c'est clairement marqué kilométrage illimité. Tout s'est bien passé. On a pris la voiture, on est parti. On a fait notre week-end de Grand Prix. Tout se passe à merveille sur les 4 jours. Il paye la location 45 € au comparateur AutoEscape lors de la réservation. Mais c'est la compagnie Goldcar qui assure le service. Le séjour se passe sans problème et l'équipe ramène la voiture à l'agence de l'aéroport. Une personne vient du guichet contrôler la voiture, relève le kilométrage, fait le tour, voir s'il y a d'autres dégâts sur la voiture. Et elle me dit que tout est en ordre. Mais petite surprise, 2 semaines après le retour, la compagnie de location nous a facturé environ 80 € pour des frais de kilométrage qui étaient dépassés. Une facture de 78,80 € débitée directement sur sa carte de crédit, soit presque le double que le prix de la location. Alors je contacte par email la société Goldcar qui me répondent 4 jours plus tard que c'est dans leurs conditions générales. Les conditions générales de Goldcar stipulent en effet que le kilométrage inclus est limité à 90 km par jour, chaque kilomètre supplémentaire coûtant 40 centimes d'euros. AutoEscape a vendu à Francisco le kilométrage illimité. Mais les conditions générales de ce comparateur précisent que ce sont les termes du loueur qui s'appliquent. Une situation contradictoire. Silence radio de Goldcar, Francisco se tourne vers le comparateur AutoEscape. Et puis il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je les ai relancés par email encore. Ils me disent que la procédure est en cours. Au moment où nous bouclons ce reportage, chez Goldcar, la limite est toujours fixée à 90 km par jour. AutoEscape a lui modifié ses conditions et inclut désormais 120 km par jour dans son forfait. Des conditions qui divergent toujours et qui révoltent Francisco. Alors à ce moment-là, je les ai avertis que je transmettais le dossier à une célèbre émission de protection des consommateurs en Suisse. Et là, à partir de là, sous 4 jours, ils m'ont remboursé. C'est le comparateur AutoEscape qui a finalement remboursé Francisco. Dans le cas de Dominique, notre prochain témoin, le litige avec la compagnie de location de voitures porte sur une somme nettement plus importante. Alors c'est ici qu'a commencé votre mésaventure? Oui, c'est ça. J'ai aidé à déménager un ami à Zurich et on a loué ici un camion de déménagement de 20 mètres cubes. On a loué la camionnette sans franchise parce que je suis assuré avec ma carte de crédit. Donc on a décidé de ne pas prendre aucune des assurances qu'ils proposaient. Donc on a fait le tour extérieur du véhicule. Il présentait déjà pas mal de petits dégâts. On n'a pas visité l'intérieur du véhicule, que ce soit le compartiment de chargement derrière, ni la partie de habitacle du véhicule, non. Le déménagement se passe bien. Son ami s'installe dans son nouvel appartement zurichois et Dominique rentre le lendemain à Lausanne pour restituer le véhicule. C'est dimanche, l'entreprise est fermée,
Il dépose comme convenu les clés dans la boîte aux lettres, l'esprit tranquille. Quelques jours plus tard, on reçoit un mail annonçant qu'on avait fait des dégâts au véhicule. Et donc on était clairement surpris parce qu'on n'avait rien remarqué, rien s'était produit. Du coup, on a reçu des photos avec les dégâts. Donc c'était des dégâts à l'intérieur du compartiment de chargement qui étaient sûrement causés par des chocs. Alors vous, quand vous avez vu les photos qu'ils vous envoyaient, qu'est-ce que vous avez pensé ? Oui, du coup, je me suis dit, c'est à l'intérieur du compartiment, on n'avait pas vérifié avant de partir, est-ce que c'était vraiment nous qui avons fait ça? Ensuite, je me suis dit, c'est des petits dégâts, c'est de l'usure normale, c'est un déménagement. Je m'attendais, s'il y avait une facture qui allait tomber, ça allait être quelque chose de raisonnable. Et donc après, on reçoit, quelques semaines plus tard, un devis de passer 3 000 francs. Donc là, ça faisait quand même un peu mal. Dans le devis, il y avait vraiment des heures de main-d'œuvre qui me paraissaient excessifs. Donc plus ou moins 13 heures de main-d'œuvre pour réparer quelques rayures, de 800 francs en peinture. Pour avoir un deuxième avis, nous soumettons les photos et le devis à un carrossier. Vous, quand vous voyez la taille de ces rayures et le devis, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est exagéré, parce que c'est quand même une petite taille. À la louche, 1500, 2000 francs, grand maximum, je pense que ça aurait suffi, parce que c'est 3 cm. 3 par 3, c'est vraiment 3 fois rien. Étonné par ce montant, Dominique demande des justifications à l'entreprise de location Sixt. On a écrit un email en demandant vraiment des explications, comment on peut arriver à un montant pareil pour des dommages qui sont très insignifiants presque. Dans sa réponse, Sixt confirme qu'il le considère responsable des dommages, mais lui propose tout de même un accord à l'amiable. S'il règle 2000 francs dans les 15 jours, l'affaire sera classée. Dominique insiste pour avoir des réponses à ses questions. Et là, deuxième coup de théâtre. Donc là, après que j'insiste, ils reviennent vers moi très rapidement par email en disant qu'ils vont arrêter leurs revendications, qu'ils annulent leurs demandes et ils annulent leur appel. Le matin, je me réveille en devant 3600 francs. Quelques heures plus tard, tout est réglé. Donc initialement très content. Après, je me dis quand même, c'est un peu bizarre. Ils ont essayé de me faire payer des frais. Après, ils ont vu que je ne me laissais pas faire et ils ont laissé tomber. Ce deuxième cas est emblématique. On vous fait croire que vous êtes le responsable de rayures ou de légers dégâts, ce qui n'est pas le cas. Alors, Laurent Pignot, quelles précautions prendre? Est-ce qu'il faudrait prendre des photos de l'intérieur, de l'extérieur de la voiture avant et après l'avoir rendue? Oui, absolument. Il faut prendre des photos avant, à l'intérieur et à l'extérieur. Et au moment de la restitution, surtout quand l'agence est fermée, prendre des photos à l'intérieur et à l'extérieur, éventuellement même de la jauge d'essence. Donc, ce n'est pas problématique si le loueur n'est pas là. C'est souvent le cas. Hein. Si on rend la voiture au-delà des heures d'ouverture, tant pis si le loueur n'est pas là, on aura pris des photos. C'est bien ça? Oui, c'est plus compliqué quand le loueur n'est pas là, effectivement, parce que vous ne pouvez pas consigner l'état du véhicule sur un formulaire, le faire signer et ensuite partir avec votre preuve. Mais effectivement, avec des photos, on peut essayer d'avoir des preuves de la bonne foi et d'avoir bien rendu le véhicule. Oui, c'est une preuve. Alors, évidemment, tout ça va prendre du temps, mais je crois qu'il faut quand même réaliser qu'on ne loue pas une voiture comme une paire de vieux skis, c'est juste. Oui, c'est bien ça. Et souvent, on oublie, parce que c'est tellement facile de louer un véhicule en 3 clics, on oublie le risque financier qu'on prend. Et souvent, les voitures valent plusieurs dizaines de milliers de francs. Ça vaut la peine de prendre le temps et de faire les choses en ordre. Oui, donc pas peut-être avoir d'avion qui vous attendent dans la demi-heure qui suit. Dans le deuxième cas, en fait, le premier dans le reportage, c'est celui de Francisco qui, lui, s'est retrouvé face à 2 sociétés, Autoscape, Goldscar. Ça, c'est plus compliqué, c'est plus risqué? C'est un peu plus risqué et c'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance, vérifier, comme on l'a dit au début, que la prestation vendue sur place correspond à celle réservée sur Internet et regarder absolument tout le contrat. D'accord, ça c'est du travail aussi, parce que les conditions générales, c'est toujours assez long. Ce qui est ennuyeux dans toutes ces histoires, c'est que finalement, une société de location peut débiter votre carte de crédit en estimant que vous avez fait une faute alors que ce n'est pas le cas, et vous ne pouvez pas vous y opposer. Oui, exactement. C'est un dépôt de garantie, en fait, cette carte de crédit qu'on dépose. C'est le même type de fonctionnement lorsqu'on réserve une chambre d'hôtel et on ne peut pas s'y opposer. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se défendre par rapport à ça? Absolument, oui. On peut souscrire une protection juridique à l'étranger, sur base annuelle, par exemple. Comme ça, vous êtes couvert sur tous vos voyages. Et ça peut être très utile pour, justement, se défendre en cas de litige. Alors, c'est elle qui traitera de votre cas, qui fera peut-être appel à un avocat si besoin. Oui, exactement. Et c'est ça. Merci beaucoup pour vos explications. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci à vous aussi.
Mardi prochain, on attaquera le mal à la racine, ou plutôt par la racine. L'une, c'est le gingembre et l'autre, le curcuma, des cousins de la famille des gingibéracées. On leur prête des vertus formidables, anti-inflammatoires, antibactériennes, antioxydantes, voire même anti-cancer. On s'est évidemment demandé si cette réputation est méritée ou surfaite. Elles sont en tout cas très utilisées en médecine chinoise, ces deux racines. En Inde aussi, le gingembre et le curcuma sont des piliers de la médecine ayurvédique. L'exotisme a du bon, mais le gingembre se décline aussi en version locale. L'équipe d'À Bon Entendeur vous emmènera chez un pionnier de la culture en Suisse, au marché pour des rencontres épicées, dans un atelier de fabrication de jus de gingembre, c'est très à la mode. Gingembre, curcuma, des racines et des rêves, point d'interrogation. C'est mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.